Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small start-up businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première conférence là, de cette matinée qui ouvre la SCTL sur le sujet de la cybersécurité dans le domaine des transports, la sécurité des entrepôts. Donc merci à ceux qui nous rejoignent en salle Atrium. Donc vous pouvez nous rejoindre là, on démarre cette table ronde et merci à ceux qui nous ont rejoints en ligne. Alors vous pourrez poser vos questions, alors on va se réserver les questions à la fin du débat. Cependant, si jamais il y a des questions en ligne qui s'intègrent un petit peu dans le fil conducteur, ben on les posera. Donc n'hésitez pas à réagir, à interagir. On est là pour ça. Donc à poser toutes vos questions jusqu'à 10h25. Voilà. Alors à mes côtés pour parler de ce sujet cyber, on va commencer par vous, Laurent, à droite. Donc Laurent Vardier qui est chargé de mission cybermalveillance.gouv. Bonjour Laurent. Bonjour Sadio Ba, donc qui est coordinateur sectoriel à l'ANSSI. Bonjour Sadio. Bonjour. Erwan Broder, qui est directeur général de la société BSSI. Bonjour. Bonjour à tous. Et on termine par donc Fabrice Garnier de la Barrère. Excusez-moi, je vais écorcher votre nom, qui est donc partenaire cybersécurité chez PwC. Exactement. Voilà. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Alors on va commencer un petit peu. Je vais poser la première question à Sadio. Déjà sur le. Est-ce que l'ANSSI est connu d'un peu de tous? Ça devrait. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter l'ANSSI en quelques mots et vos rôles, votre mission? Alors, en quelques mots, l'ANSSI, pour Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est un service qu'on appelle la compétence nationale qui a été créé par un décret en 2009. Donc, on a fêté nos 10 ans il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans maintenant. Et donc, il y a 3 missions principales, parce que l'ANSSI est l'autorité nationale de défense de la sécurité des systèmes d'information. Donc, une première mission qui est la prévention, la sécurité des systèmes d'information. Une seconde qui est l'information, la sensibilisation, la formation. Et une troisième qui est la défense des systèmes d'information une fois qu'une attaque est survenue, avec la projection éventuellement d'équipes pour effectuer la rémédiation des systèmes. Alors on effectue ça sur 3 sphères bien identifiées. La première qui est la plus naturelle, qui est la régalienne, qui est la sphère de l'administration, donc tous les ministères que l'on couvre. Mais on a rajouté par une loi en 2013 des opérateurs très spécifiques qu'on appelle des OIV, des opérateurs d'importance vitale, pour lesquels on assure également ces 3 missions. Et une autre loi, en 2018, a rajouté une 3e sphère, ce qu'on appelle des opérateurs de services essentiels, pour lesquels également on effectue ces 3 missions. Voilà, donc 3 missions sur 3 sphères bien identifiées et bien spécifiques. Ce qui ne veut pas dire naturellement que l'on n'intervient pas en dehors. On est amené à intervenir régulièrement en dehors de ces 3 sphères, c'est-à-dire en dehors de l'administration ou des opérateurs dits régulés. Très bien. Alors à vos côtés, il y a Laurent Verdier, donc vous êtes cybermalveillance.gouv. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique? Vous êtes une émanation de l'ANSSI, en fait. Vous avez été incubé à l'ANSSI avec peut-être une mission plus sur les TPE, les PME, voire les particuliers, c'est ça? Voilà, tout à fait. Un peu plus orienté vers le grand public, les entreprises et les collectivités territoriales. Le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance
aux victimes de cybermalveillance, en fait, est née de la stratégie pour la sécurité du numérique de 2015. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nos autorités se sont rendues compte qu'il y avait un petit trou dans la raquette, si vous me passez l'expression, en termes de support, d'assistance immédiate, pratique, pour l'ensemble de ces publics quand ceux-ci étaient victimes de cybermalveillance. Il a donc été décidé de créer cette plateforme comme guichet unique, avec 3 missions principales: assister les victimes de cybermalveillance, les informer, proposer également des supports de sensibilisation et enfin observer le risque numérique pour alimenter et actualiser le contenu de cette plateforme. Alors effectivement, nous avons été incubés par l'ANSSI pendant un peu plus d'1 an et demi et le lancement officiel du dispositif a eu lieu en octobre 2017, c'est-à-dire que nous allons fêter à notre niveau nos 4 ans d'existence avec plus de 2 millions de visites sur la plateforme et à peu près 300 000 parcours d'assistance victimes en matière de cybermalveillance. Donc on en est très content et très fiers. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On reviendra un petit peu sur les actions et les missions. Erwan Brodet, donc vous êtes du cabinet BSSI. Est-ce que quelques mots sur le cabinet, vos missions? Oui, donc BSSI, nous sommes un cabinet de conseil et d'audit en cybersécurité. Notre ambition, c'est d'accompagner les organisations, donc publiques, privées, à l'identification et la maîtrise de leurs risques cyber, d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue technique. Très bien. Fabrice de la Barrère. Oui, donc c'est ça, oui. On dit plus Price. Non, On dit plus Price, on dit PwC. Oui, en fait, PwC en France, c'est donc l'entité indépendante du réseau PwC, puisque PwC n'est pas en fait une entreprise corporate multinationale. C'est en fait un ensemble de cabinets en réseau, franchisés, simplement. Et en France, nous sommes donc 8000 personnes, toutes activités confondues, audit financier, audit de conseil, transactions, etc. Et en cybersécurité, nous sommes plus d'une centaine de personnes, 120, et où l'on fait effectivement des missions d'audit, de conseil en cybersécurité, grandes et petites entreprises. Et avec, je dirais aujourd'hui, un focus sur la gestion de crise, la réponse à incidents, donc aux attaques. Voilà. Et nous sommes qualifiés PASI. Voilà. Très bien. Bon, on reviendra un petit peu justement sur vos actions. Sadio, on va commencer par vous parce que c'est vrai, on voit tous les jours, j'allais dire, des attaques. Alors, les plus connues sont les attaques du type ransomware, mais ça a défrayé la chronique pendant l'été, ça n'arrête pas. Alors, quelle est la situation? Est-ce que c'est parce que la presse se fait les choux gras et dès qu'il y a quelque chose, on publie dans la presse, ou vous, Annecy, vous avez vraiment répertorié une hausse exponentielle de ce type de menaces? Alors, on a largement communiqué depuis plusieurs mois, plusieurs années, sur l'état de la menace qui est à un niveau très très élevé. En source ouverte, vous avez pu vous apercevoir dans les différentes communications des journalistes ce qui peut se passer sur les différents champs économiques, le numérique aujourd'hui partout, que ce soit pour évidemment des activités de loisirs, mais aussi pour des activités économiques. Depuis 1 an et demi, avec une situation singulière, avec le télétravail et l'utilisation massive des systèmes d'information, donc l'état de la menace est très très élevé. Un exemple, les rançongiciels que vous évoquez, on a observé entre 2019 et 2020 les affaires que nous traitons, c'est-à-dire qui sont remontées à l'ANSSI, ont été multipliées par 4. Donc voilà, c'est pour vous donner, quand vous me parlez d'exponentiel, on est tout à fait sur une courbe exponentielle au niveau des attaques. Et quid du secteur? Est-ce que le secteur du transport, de la logistique, est-ce que la menace est plus forte sur ce secteur? Alors, la menace concerne l'ensemble des champs d'activité économique, l'ensemble des champs d'activité humaine. Maintenant, on identifie 3 types de menaces bien identifiées. Vous avez d'abord la cybercriminalité. Et là, la cybercriminalité, elle concerne tout le monde. Faire de l'argent, on va où il est possible d'extorquer de l'argent en effectuant des menaces, en chiffrant l'ensemble des données, en immobilisant l'activité économique d'une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son champ d'activité, et en la soumettant à un chantage. Donc la cybercriminalité, je dirais, elle concerne tout le monde et elle concerne aussi donc le transport et la logistique. Hein, on peut donc interrompre l'activité économique d'un entrepôt, d'une entreprise de transport, en s'attaquant à son système d'information. Le deuxième type de menace, ça va être l'espionnage.
Là, c'est vrai que le transport et logistique n'est peut-être pas la première cible. Il y a d'autres secteurs d'activité avec des brevets, avec de l'innovation qui sont peut-être plus sujets à ce type de menaces. Et enfin, le troisième, ça va être tout ce qui est ce qu'on appelle des prépositionnements, du sabotage, où là également on est sur des aspects un peu régaliens, étatiques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc dans ce champ, avec ces trois types de menaces, le transport et logistique est concerné par le premier, la cybercriminalité, faire de l'argent, ça intéresse. Voilà, tout. Alors vous êtes-vous positionné sur les grandes entreprises, les OIV, qui sont quand même bien sensibilisées depuis plusieurs années à ce type de menaces. C'est peut-être moins le cas chez vous, Laurent, sur les TPE, les PME. Je dirais qu'il y a peut-être des trous dans la raquette qui sont encore très très importants. Quelle est votre vision justement du marché de la menace sur les PME, TPE? Elle est exponentielle. Je complète vraiment utilement ce que vient de dire Sadio Ba pour l'ANSSI, puisque en termes de public, on complète cette vision. 2020 a été, et vous le savez tous, une année unique. Alors, je n'ai pas une vue sectorielle, comme peut l'avoir Sadio. Par contre, ça concerne effectivement l'ensemble des secteurs économiques de notre société, à savoir que nous, on fait le distinguo entre nos publics particuliers et nos publics pros. Donc TPE, PME, associations et collectivités territoriales. Pour la seule année 2020, on a noté quand même une augmentation de près de 35% des parcours d'assistance victimes pour nos publics professionnels. À savoir que nous avons dépanné, aidé et soutenu, accompagné plus de 10 000 entreprises en 2020, avec 4 menaces principales. La première, Sadio l'a évoqué, les rançongiciels, les ransomware, qui sont passés de la 6e place en 2019 à la première place en termes de menaces en 2020. La seconde menace, le piratage du système d'information. La troisième, le piratage de comptes, alors boîte de messagerie ou comptes de réseaux sociaux. Et enfin, la quatrième, je la cite parce que pour nous, c'est vraiment un problème endémique qui est passé d'une attaque en soi à un vecteur très puissant. C'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, le phishing, qui permet en outre de réaliser tout un tas d'autres accès frauduleux, infractions, parce que c'est un parfait vecteur qui vise à tromper l'utilisateur. C'est vrai que, enfin, vous parlez de l'hameçonnage, c'est quand même très professionnalisé. En fait, avant, on voyait très bien que c'était peut-être ce qu'on appelle des brouteurs qui nous hameçonnaient. Là, maintenant, c'est de plus en plus sophistiqué et bien fait, quoi. On voit aussi cette professionnalisation des attaques. Fabrice, est-ce que vous intervenez aussi bien sur les grands comptes que les ETI? Là, vous avez un peu cette vision tout à fait large du marché. On a, je dirais, une vision aussi bien des petites entreprises, des ETI et des grands groupes. Les deux sont toutes aussi vulnérables d'ailleurs, pas pour forcément les mêmes raisons, mais elles sont vulnérables. Notre activité aussi, elle a augmenté de 35%, à peu près tous les ans, à peu près. Vous êtes dans les mêmes tendances, quoi. On est dans la même tendance. Ce qu'on observe, nous, c'est plutôt de la criminalité, soyons très clairs. Et dans le secteur des transports, on a quelques exemples qu'on pourra évoquer. Allez-y. Donc, j'ai deux types d'exemples qui viennent en tête. Un exemple qui n'est pas récent, mais qui montre bien que le sujet est éminemment sensible. Une entreprise de transport donc logistique, internationale, avec des filiales un peu partout en Europe, qui en fait a fait l'objet d'une usurpation d'identité sur la messagerie. Et ça a permis en fait aux attaquants d'envoyer des mails, d'effacer en fait leurs traces, de faire ce qu'ils voulaient. Et en fait, le but, c'était tout simplement de changer les coordonnées bancaires des organismes qui percevaient la TVA pour eux, pour simplement gagner de l'argent. En grosso modo, le montant de la fraude, c'était plus d'1 million d'euros. Alors, ça a été repéré parce qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui ont trouvé que c'était bizarre, mais quand même, ils ont perdu 1 million d'euros, quoi. Voilà. Ouais, TVA. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de ce type de menaces, mais enfin, des ransomware, ça vous bloque, une rançon, ça peut être. Oui. Les impacts sont multiples. Exactement. Là, en fait, je parle juste d'usurpation d'identité. Donc, en fait, les systèmes n'étaient pas bloqués. Ça, c'était véritablement détourner de l'argent. Donc ça concerne les trésoriers. En fait, simple, le patron et le directeur financier d'une des filiales, en fait, avaient été toutes leurs credentials, enfin leur mot de passe identifiant, avait été récupéré, tout simplement parce qu'ils avaient fait l'erreur d'utiliser à un moment donné un webmail du syndicat des transporteurs d'un des pays dans lesquels ils étaient présents, et qui était un webmail absolument pas sécurisé, et donc les hackers se sont
engouffrés sur le sujet. Et donc très important aussi les aspects, je dirais, partenaires. L'autre, c'est le ransomware. Alors là, il y a plein d'exemples. J'ai en tête un port étranger, pareil, toute l'activité bloquée plusieurs jours. Des armateurs, pareil. Donc c'est extrêmement fréquent et de plus en plus on intervient sur ce genre de sujet. Le message, c'est peut-être que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est-à-dire que c'est ça. de savoir non pas comment ça, enfin, c'est quand ça va arriver et comment ça va se passer, quoi. C'est un peu le. La question, c'est oui, quand ça va arriver en fait. Quand ça va arriver. Et puis les menaces, en fait, elles sont multiples. Peut-être Laurent, vous le voyez aussi, c'est qu'il y a des choses très, très complexes et des choses très très simples, même où le numérique n'est qu'un levier. On le voit en ce moment, il y a des attaques au faux RIB où vous recevez des factures avec un RIB qui est un autre RIB, pas le RIB de la société. Souvent, c'est des arnaques qui en fait se professionnalisent, où le numérique n'est qu'un levier. Donc il faut être vigilant un peu à tous les niveaux. Erwan, qu'est-ce que vous voyez, vous, un petit peu sur le marché? Vous arrivez-vous plus en amont ou aussi en pompier, en fait, en recovery? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On intervient en fait dans tout type d'organisation en amont pour aider les directions à qualifier cette menace dans leur contexte. Je m'explique. On va les accompagner à identifier finalement quel serait l'impact si cet élément menaçant s'avérait arriver en fait dans leur contexte. Typiquement, on va identifier avec eux leurs assets sensibles, quelles sont les applications, quelles sont les données, quels sont les traitements en fait qui vont être importants pour leur activité, et on va les confronter à ces éléments menaçants pour voir ce qui pourrait avoir un impact. Une fois qu'on a identifié ces éléments, on va proposer et mettre en place des mesures qui peuvent être des processus, des outils, qui peuvent être de la sensibilisation de personnel, afin de pouvoir se protéger. On va également en fait travailler avec eux donc, sur tout ce qui va être élément de remise en état. C'est-à-dire que si un de leurs systèmes, un de leurs process, une de leurs applications ne fonctionnait plus, on parlait de ransomware qui est aujourd'hui un élément menaçant, l'élément menaçant principal, on va tester avec eux afin de voir si leur système d'information permet une certaine résilience. Ça a dit aussi, on revient un peu, le premier, ou Laurent l'a dit aussi, le premier ransomware. Alors déjà, les effets d'un ransomware, c'est-à-dire que ça vous bloque, ça vous demande une rançon. Est-ce qu'on peut avoir ou non de l'exfiltration de données déjà sur les typologies d'attaques? Quand on est attaqué par un ransomware, c'est une entreprise dans la salle où est attaquée, quels sont les effets, les impacts? Alors, vraiment, message important, le numérique est omniprésent, surface d'exposition énorme, et le numérique est l'élément structurant de toute organisation, donc de vos entreprises. Donc un rançongiciel, c'est simplement un logiciel malveillant qui va venir pénétrer votre système d'information. Donc ça peut être par ce qu'on a dit, par un hameçonnage ou d'autres mécanismes techniques, et qui va chiffrer, en grand public on dit crypter, mais le terme correct c'est chiffrer, l'ensemble de votre système d'information et le rendre indisponible, moyennant un message en vous demandant de verser quelques bitcoins à un compte, un obscur compte, afin d'obtenir une clé de déchiffrement et de vous rendre accès à votre système d'information. Alors encore une fois, quand on fait de la logistique et du transport, on gère énormément d'informations, de localisation, de flux, de stock. Donc tout ça, c'est de l'information. Quand vous n'avez plus accès, vous ne pouvez plus exercer votre activité. L'activité s'arrête. L'activité s'arrête. Donc c'est un chiffrement incassable, inviolable. Et on prétend qu'en en payant la rançon, on vous fournit une clé qui vous permettrait de retrouver, de recouvrer l'ensemble d'accès à votre système d'information. Alors nous, à l'ANSSI, c'est évidemment quelque chose l'ANSSI, de façon plus globale, on ne préconise évidemment pas de succomber à ce chantage, parce que rien ne vous dit d'ailleurs que vous allez avoir effectivement la clé de déchiffrement. Rien ne vous dit qu'une fois qu'on a eu accès, qu'on n'ait pas pu exfiltrer de l'information et vous refaire une menace par derrière. Rien ne vous dit qu'on ne garde pas toujours accès à votre système d'information.
Donc c'est clairement déconseillé évidemment de payer une quelconque rançon. En tout cas c'est la position que l'on a. Après peut-être qu'on y viendra, il y a des mécanismes pour se protéger. Mais... Oui, alors Fabrice avait des exemples je crois d'entreprises qui ont payé des rançons et qui en fait... Et en fait ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien parce qu'en fait ils ont payé et au contraire c'est comme dans la criminalité classique, c'est-à-dire que vous payez, on vous donne une partie du truc et vous avez l'impression que ça marche, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, soit vous devez payer une deuxième partie de rançon, soit les hackers sont partis ailleurs parce qu'en en fait, ils vous ont tout cassé et en fait, ils ont tellement cassé que ça ne sert à rien. Donc, ouais, ne pas payer. Ils peuvent crypter et détruire aussi. Oui, il y en a qui font ça de façon pas très propre. Après, il y en a certains qui ont une certaine éthique, j'allais dire de criminels, comme on voit dans les films, mais bon, c'est pas souvent le cas. Laurent voulait réagir, oui. Oui, je me permets de compléter ce qui vient d'être dit par rapport au rançongiciel. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ce qu'on a observé à Cybermalveillance GovFR depuis l'année dernière, c'est qu'effectivement, avant le chiffrement massif de toutes les données, qu'elles soient en local sur les disques durs, qu'elles soient en backup sur des serveurs, que ce soit des lecteurs réseau, que ce soit malheureusement les sauvegardes quand elles sont connectées au réseau, les pirates vont exfiltrer une partie des données, souvent les plus sensibles, des données nominatives, et pour accroître la pression dans l'optique du paiement de la rançon, ils vont procéder à du chantage, une tentative d'extorsion, pour dire à la victime, si tu ne payes pas, nous, on publie ces données. Et ce qu'on a vu depuis quelques mois également, c'est qu'ils accentuent cette pression en matraquant, entre guillemets, par déni de services distribués, c'est-à-dire qu'ils vont noyer sous un nombre de requêtes que le site ne sera pas en mesure de gérer, les comptes de réseaux sociaux ou les sites web de la victime. Donc, tout est fait pour faire rentrer la victime dans ce que j'appelle le tunnel de l'angoisse, à savoir précipiter, occasionner, provoquer ce paiement de rançon. Alors, deux éléments, vous parliez justement d'exfiltration de données en fait qui peut être faite. Je ne sais pas si surtout dans le réseau PME, les dirigeants ont tout à fait conscience un peu de l'impact. C'est-à-dire qu'il y a la rédactivité, il y a les données qui peuvent être des données clients qui vont se retrouver sur le dark web. En fait, il y a la responsabilité du dirigeant est impliquée. En fait, les conséquences peuvent être non seulement désastreuses en arrêt d'activité, ça coûte énormément d'argent. On a le cas. Je sais pas, il y a eu le cas d'entreprises qui ont communiqué sur le sujet. Il y a des et aussi des données qui peuvent se retrouver exfiltrées. Donc les impacts sont larges. Ce que vous voulez rajouter aussi, c'est peut-être la notion d'écosystème. C'est-à-dire que on peut, notamment dans votre domaine, vous visez-vous les PME. PME par ricochet peut contaminer, je dirais, tout son écosystème, y compris pour atteindre un grand compte derrière. C'est un peu le... C'est même la principale stratégie d'attaque aujourd'hui, c'est de prendre les entreprises les plus petites, celles qui ne présentent pas un intérêt direct, mais qui permettent justement d'attaquer des plus gros poissons. Sadio, je voudrais revenir un petit peu sur les typologies d'attaque. On parle beaucoup des ransomware. Est-ce qu'il n'y a que ça ou alors est-ce que on voit des attaques un peu plus pernicieuses? Est-ce qu'on assiste aussi à du combiné, c'est-à-dire des attaques en fait où on allume un feu, c'est du ransomware, mais derrière il y a de propriété industrielle derrière, et que en fait ça peut être combiné, qu'il y a plusieurs intérêts, ça va servir un intérêt ici, un intérêt là. Est-ce qu'on assiste un peu à ces des attaques? Juste avant de répondre, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, non seulement on s'attaque à des victimes évidemment qui ont tendance à moins se protéger type PME, mais également beaucoup, c'est ce qu'on a pu observer depuis 2-3 ans, via des prestataires. Vos prestataires informatiques qui interviennent sur vos systèmes, on peut tout à fait par rebond passer par le prestataire pour atteindre votre système d'information. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose par rapport, vous dites, ça peut être plus grave que simplement perdre l'activité, qui est déjà beaucoup pour une entreprise. Mais vous avez effectivement aujourd'hui des réglementations, notamment, je pense, aux données nominatives, individuelles, personnelles, et le fameux règlement général de protection des données européen, le RGPD. Clairement, c'est du pénal. Vous avez des amendes si vous êtes victime d'une exfiltration, que vous ne communiquez pas en temps et en heure, etc. etc. Donc, c'est des réalités aujourd'hui très concrètes pour un chef d'entreprise. Ensuite, évidemment, les attaques, il y a un panel énorme. Hein. Donc, on a cité le rançongiciel qui est très, très, très à la mode. On a cité le hameçonnage. Alors ça, c'est un gros classique aussi, ça fonctionne toujours bien. On a cité le déni de service. Hein, c'est rendre indisponible votre site internet en multipliant les requêtes et en le noyant. Il ne peut plus répondre, et bien, il tombe
comme on dit dans notre langage. Et évidemment, vous pouvez avoir un panel, un peu de tout ça, hein, c'est un panaché. Mais aussi une chose qu'on observe et qui est depuis plusieurs années, c'est qu'auparavant, les cyberattaques étaient réservées à des geeks, à ce qu'on appelle des geeks, c'est des jeunes furieux ou des gens... Des férus d'informatique. Voilà, des férus d'informatique jeunes ou pas jeunes, ou à des organisations mafieuses, ou à des États. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez sur étagère, sans avoir aucune connaissance informatique, acheter des attaques en déni de service. Vous voulez faire tomber tant de serveurs, et donc vous pouvez très bien être ignare en informatique, avoir de l'argent et acheter des petits robots, enfin des petits programmes qui vont vous faire automatiquement les attaques. Vous voulez attaquer sur tant de jours, à telle puissance, tel acteur. C'est tout à fait possible d'acheter ça sur le dark web aujourd'hui. Donc, c'est ce qui avait fait, sur le déni de service, les Anonymous pratiquaient un petit peu justement ce mail bombing comme ça et fédérer un réseau d'anonymes, c'est le cas. Et le cas du ransomware as a service, on le voit de plus en plus se développer où vous avez du ransomware en effet sur étagère. Erwan, est-ce que vous voyez, normalement vous êtes plus en amont, mais vous arrivez aussi pas mal en pompier, vous faites un petit peu ce constat, vous travaillez sur quel type de dossier là principalement aujourd'hui? Alors, oui, c'est vrai que quand on subit une attaque comme ça, on nous pose toujours la question de savoir comment réagir. Et là, on l'a évoqué tout à l'heure, mais la première chose qu'on conseille, c'est de surtout pas payer. Alors, déjà, éthiquement, quand on paye, on participe à l'économie du crime organisé. Bon, ça, il faut quand même l'avoir en tête. Deuxièmement, on n'est pas sûr d'avoir les bonnes clés, en fait, finalement, pour pouvoir déchiffrer nos données. Faut imaginer qu'un certain nombre de ces ransomware, de ces malwares, n'ont pas d'aléa en fait sur la clé. Donc on n'a qu'une seule clé qui va fonctionner pour l'ensemble. Donc pas by design, ils ne donneront pas la clé. On va ensuite regarder quels sont les systèmes de défense qui ont été mis en place, et notamment si on parle du ransomware, si des sauvegardes régulières ont été faites pour pouvoir rétablir le système d'information. Une fois qu'on a rétabli ce système d'information, enfin toute partie de ce système d'information, et qu'on peut recommencer à travailler, on garde toujours une sauvegarde en fait des données qui ont été chiffrées, à des fins de traces et pour lancer les procédures qui vont bien, mais également aussi parce que les clés sont régulièrement publiées, en fait, les clés de déchiffrement sont aussi régulièrement publiées, donc, ce qui peut permettre de rétablir des données qui n'auraient pas pu être déchiffrées. Ce qui n'est pas déchiffrable à l'instant peut l'être d'ici quelques jours, quoi, en fait. Oui. Ouais. Fabrice, alors si on revient là, je sais pas, une entreprise dans la salle peut être attaquée d'un seul coup. Alors que faut-il faire? C'est quoi la première réaction? On prévient, on va voir Sadio là. C'est un peu quel doit être le premier réflexe? Bon, je vais être provocateur. Je dis vous nous appelez, mais bon. Alors il y a des entreprises qui ont tout débranché aussi, de dire voilà, je débranche tout. Non, je plaisante. En fait, la première chose à faire, c'est de activer une cellule de crise. Et une cellule de crise, ça ne veut pas dire simplement dire au RSSI s'il y en a un, de se débrouiller. Non, il faut commencer à se dire, on active une cellule de crise et on a en fait 3 chantiers à lancer. Un chantier technique, avec des gens qui vont essayer de savoir finalement quelle est l'origine de l'attaque, si c'est un ransomware, lequel c'est, quels sont les serveurs, les systèmes qui sont impactés, de façon à pouvoir les isoler. Mais on va voir qu'il ne s'agit pas uniquement d'isoler les serveurs qui sont compromis, chiffrés, parce qu'en fait, je dirais que l'arrivée du ransomware, c'est la détonation en fait, de l'attaque. C'est-à-dire c'est la phase ultime. C'est détonation, effet de souffle. On paralyse l'ensemble du système. Avant, il y a une préparation. Et la préparation, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans votre système, qui sont devenus administrateurs de vos serveurs, de vos postes de travail, et qui sont là et qui pilotent finalement votre système d'information. Donc il faut pouvoir identifier ce qui relève de la compromission, ça c'est le rôle des techniciens, et de ce qui relève de ce qu'on appelle le crypto-locking, c'est-à-dire ce qui est fait. Et ne pas se limiter à ça. Ensuite, on a la partie communication, juridique, qui est important. Le juridique, c'est important parce que en fait, tout le travail technique doit être fait selon des méthodes, entre guillemets, procédurées, standardisées. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il faut aller porter plainte. Et pour porter plainte, il faut avoir des éléments de preuve. Donc, il ne faut pas tout arrêter, il ne faut pas tout effacer. Bien au contraire,
il faut, je dirais, ne pas céder à la panique. Et puis, le troisième élément, mais qui vient un peu plus tard, c'est la reconstruction et se dire finalement comment reconstruire. Et reconstruire un système, c'est un peu plus compliqué que de construire un système. En fait, si on veut une image, reconstruire un système qui a été, je dirais, attaqué par ransomware, c'est comme quand on arrive sur une maison qui a subi un tremblement de terre. Il y a des fissures partout et ça peut s'écrouler encore et donc il faut savoir consolider. Ce n'est pas le même métier que ceux qui font des systèmes from scratch. Sadio ou Laurent, en fait, je suis une grande entreprise, bon, je vais voir l'ANSSI direct, je suis une PME, je vais sur cybermalveillance. Enfin, c'est un réflexe aussi qu'on doit avoir. Dans quel cas où on vient vous voir, on vous contacte? Alors, comme je le disais en propos liminaire, en fait, il y a des opérateurs, par la loi, hein, il y a du réglementaire, ils sont obligés. Il y a tout un mécanisme qui a été mis en place. S'ils subissent une cyberattaque sur les systèmes les plus sensibles et les plus critiques, ils sont tenus de nous déclarer H24 les attaques. Donc on a déjà ce réseau qui existe depuis 2013 et qui a été amplifié en 2018. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un opérateur non régulé ne s'adresse pas à l'ANSSI. Hein, on est tout à fait... Et donc, il y a aussi, avec cybermalveillance, je ne sais pas si tu veux dire... Alors oui, je suis une PME en région. Voilà, PME, TPE. Alors déjà, je dirais en premier conseil, lors d'une attaque cyber, quelle qu'elle soit, nous on en a répertorié sur cybermalveillance GouverFR plus de 47. Le ransomware occupe la tête de gondole, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, les escroqueries au président, les faux ordres de virement, il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui, et beaucoup d'attaques sous toutes les formes. La première chose et la plus importante, c'est de garder son calme et de garder la tête froide. Et c'est aussi la chose la plus difficile. Quand on se rend compte qu'un virement frauduleux a été fait, que tous les fichiers sont chiffrés, que l'activité s'arrête, que les outils de production, les outils de communication ne fonctionnent plus ou ont été piratés, c'est la plus compliquée. Et la deuxième chose, je dirais, c'est se faire accompagner. Se faire accompagner par un prestataire de confiance, par un prestataire spécialisé, par l'ANSSI si vous êtes un opérateur régulé, ou effectivement venir sur cybermalveillance.gouv.fr, entamer ce qu'on appelle un parcours victime qui se découpe en 3 temps. Le premier, c'est d'établir un diagnostic de ce qui se passe. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a 47 topologies d'attaques différentes. Donc il est important de mettre un nom sur ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite proposer des conseils, des recommandations adaptées, des orientations vers, par exemple, une plateforme de signalement ou vers la ligne info-escroquerie ou la brigade numérique de la gendarmerie nationale. Et enfin, troisième temps, toujours si la victime le souhaite, au niveau de cybermalveillance GouverFR, la mise en relation avec un prestataire référencé sur la plateforme, soit un prestataire référencé qui a uniquement souscrit à notre charte dès la création du dispositif, soit un prestataire labellisés experts cyber, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur ce que sont les labellisés experts cyber. Oui, juste un mot sur l'arnaque au président, qui est en fait, il y en a eu beaucoup. Alors je ne sais pas si ça s'est calmé ou pas, mais en fait à la base c'est une arnaque. C'est la pression qui mise sur une assistante, une secrétaire la veille de week-end qui doit absolument faire un virement, la pression soit du DG, soit d'un dirigeant, soit d'un commercial qui lui a vendu à son client, qui est un faux client. Et le numérique n'est qu'un levier, c'est-à-dire ça peut être du faux mail, ça peut être... En fait, il y a de l'ingénierie sociale autour. Exactement, c'est ce que j'allais me permettre de compléter. En fait, les attaquants jouent à la fois sur les messageries électroniques, sur le mail, mais également passent des coups de fil. On fait des repérages préalables et là, ils mettent un gros coup de pression en général à l'assistante ou à la stagiaire en se faisant passer pour le directeur général, le président du groupe et demandant en urgence un virement sur un compte en général à l'étranger. Ouais. Le vendredi à 18h. Voilà. Et juste, après je vous passe la parole, Erwan, c'est combien de temps, en fait, faut-il pour retrouver une activité normale? En moyenne, je ne sais pas si vous aviez un peu des statistiques là-dessus, mais ça peut prendre, cette réaction face à une attaque, on peut aller de quelques jours pour retrouver une activité normale à quelques mois, en fait, c'est assez variable, je pense. Je ne sais pas s'il y a des éléments là-dessus. Mais... Alors moi, j'ai pas de chiffres, mais je vais vous dire, c'est difficile à donner, ça dépend de ce qu'a fait l'entreprise au préalable. Je prends un exemple. S'il y a des sauvegardes régulières, vous pouvez recouvrer relativement rapidement une activité nominale.
Maintenant, si vous partez avec 0 sauvegarde, évidemment, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc c'est très très variable. Je sais pas, moi j'ai pas de chiffres précis. Non, on en a quelques-uns, nous, mais je sais pas, Erwan, si vous en avez. Nous, on en a quelques-uns. Pour une attaque globale, en fait, et on en a vu dans des entreprises du CAC 40, ça a mis plusieurs mois. Ils avaient pourtant des sauvegardes, en fait. Donc c'est vrai que c'est très lié à la taille du système d'information. Et la sauvegarde va permettre de ne pas perdre de données, mais il faut s'attendre à avoir quelques semaines, quelques mois de perturbations. Je dirais que c'est le renouveau un peu des plans de sauvegarde d'activité, parce que souvent on les mettait en place, on appelait ça c'est des disaster recovery pour des inondations, du feu, et là souvent ils n'étaient pas testés. Enfin, peu. Ouais, rarement. Rarement. Là, en l'occurrence, c'est des plans de continuité d'activité. Ils sont testés grandeur nature. Là, c'est le baptême du feu. Là, voilà. Quelles sont, Erwan, un peu les bonnes pratiques? Parce que vous arrivez, vous êtes en pompier, mais aussi toute la phase amont. Si vous devez un peu modéliser, que doit-on prévoir? Le plan de sauvegarde, on fait partie. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Alors c'est vrai qu'on a une base, on a la chance d'avoir une belle base documentaire avec l'ANSSI. Et déjà, appliquer le guide d'hygiène de l'ANSSI, ça me paraît quelque chose de vraiment important. Ensuite, je vous le disais en préambule, savoir aussi où sont ces données sensibles, où sont ces systèmes sensibles. Et sur ceci, investir sur des outils, des protections, notamment sur des habilitations, pour éviter qu'on puisse se connecter facilement dessus. Des habilitations fortes, c'est-à-dire qu'on va vous demander 2 facteurs, un mot de passe et un autre facteur qui peut être un facteur biométrique ou un facteur externe, une calculette, un SMS ou autre chose, qui va permettre de renforcer en fait l'accès à ces systèmes et d'éviter que quelqu'un puisse rentrer à l'intérieur et par rebond soit tout chiffrer, soit rebondir sur un autre système ou finalement peut-être aussi rester silencieux et vous espionner. Fabrice, est-ce que vous avez pour compléter, et pas que sur les ransomware, parce qu'en fait, il y a toute typologie d'attaque. Est-ce que un peu les règles, je dirais, d'hygiène, les bonnes pratiques, les process qu'il faut mettre en place restent un peu de toute façon un peu les mêmes pour se prémunir de tout type de menaces? Oui, globalement, en fait, quels que soient les types d'attaques, on a globalement les mêmes, la même démarche. Et ce qui est vraiment important de noter, c'est que en fait, dans la démarche, il n'y a pas que les aspects techniques, parce que les aspects techniques, c'est bien, mais en fait, en amont, il est important d'avoir pensé en fait sa stratégie cyber. Donc ça veut dire qu'il faut déjà commencer par faire des analyses de risque pour savoir comment on se situe en termes de menaces, en termes de cibles, en termes de surface d'attaque. Et à partir de là, on peut commencer à lancer un plan d'action qui va permettre de mettre en place des dispositions techniques, mais aussi des dispositions organisationnelles, c'est important. Et à côté de ça, ensuite, se dire qu'on va équilibrer finalement les dispositions alors de protection, mais également de réaction, parce que quand on est attaqué, il faut savoir le détecter et réagir, et de reconstruction. Il y a vraiment les 3 éléments importants, c'est de bien équilibrer protection, détection et réaction, remédiation par rapport à une cyberattaque, quelle qu'elle soit. Peu importe. Oui, c'est vrai, en fait, c'est pas que le technique, le RSSI n'est pas seul, c'est aussi vous parlez de l'arnaque au président, derrière c'est des process à mettre en place pour éviter justement qu'il y ait un virement frauduleux qui se passe et qui passe en dessous des radars. C'est du people, enfin des hommes, des process et de la technologie, en fait, c'est un peu le... Exactement. Oui, ça dure. Non, moi je souscris, mais entièrement. La cybersécurité, c'est pas un produit. C'est pas que de la technique. Il y a du process, il y a de l'organisation, il y a de l'humain. Je souscris parfaitement. Et je rajouterai une 4e brique. Oui. Ce que vous avez dit. Donc effectivement, cette approche analyse de risque qui est fondamentale et importante pour identifier où on se situe exactement. La conception, une architecture technique, évidemment, faire appel à des sachants. Bon, ça c'est première brique. La deuxième qui est la supervision, la détection, de savoir ce qui se passe sur mon système d'information. Une 3e qui est effectivement la réponse, parce que vous allez vous faire attaquer. Qu'est-ce que je fais? Je joue des exercices, des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité. Et moi, je rajoutais une 4e qui est l'évaluation de la robustesse, avec un audit fait par un spécialiste
un audit de sécurité de son système d'information. Voilà. Et là-dessus, vous avez un cycle complet qui est assez couvrant et qui est le cercle vertueux en fait en termes de cybersécurité quand vous avez ces 4 briques couvertes. Oui, voilà. J'allais venir à l'audit, mais c'est bien que ce ne soit pas moi qui l'ai fait, puisque voilà. on est auditeur passif, donc voilà. Oui, Laurent, vous voulez... Je compléterai rapidement effectivement l'analyse de risque. Au niveau de cybermalveillance GoFR, on intervient très régulièrement avec la CPME, avec les CCI, avec le MEDEF, avec l'UDP. Et c'est vrai que là, ce qu'on essaie de faire passer comme message par rapport aux chefs d'entreprise, PME, TPE, c'est avant tout, aujourd'hui, dans mon secteur, quel qu'il soit, est-ce que je peux me passer du numérique? Et si jamais j'ai une attaque d'ampleur, qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon activité et surtout à la valeur que représente mon entreprise. Donc pour nous, il est très important que cette thématique qui est avant tout technique devienne stratégique. Peut-on aujourd'hui encore envisager d'exercer une activité en France dans un domaine économique ou industriel sans prendre en compte l'aspect de la sécurité informatique? Nous pensons que non. Donc ce sujet, le chef d'entreprise doit se l'approprier et en faire, au même titre qu'une stratégie commerciale, une stratégie pour son entité, pour pouvoir perdurer, tout simplement, exercer et perdurer. Puis on pense sécurité des systèmes d'information, on pense en juste le poste de travail, mais il y a de plus en plus d'équipements connectés, des équipements dans le transport logistique RFID, des équipements qui n'étaient pas connectés auparavant, qu'ils le deviennent. Donc en fait, je dirais le périmètre de menaces et d'impact est beaucoup plus large, quoi. C'est un peu... Je suis intervenu récemment autour d'une table ronde comme celle-ci avec un responsable informatique de la ville d'Angers. Vous savez que cette ville a été frappée en début d'année par un rançongiciel. Ils sont revenus à l'âge de pierre. Ils ont ressorti le vieux télécopieur du placard. Tout le monde a ressorti les registres. Ils sont revenus à l'âge de pierre. Quid dans une structure, dans une entreprise? Voilà, comment se projeter par rapport à le fait que l'ensemble des systèmes ne répondent plus. Et justement, les ETI, puisque vous êtes sur ces secteurs, PME, TPE même, n'ont pas forcément les compétences en interne. Pas de RSSI, très certainement, des fois pas de DSI. Pourtant, vous dites que la cybersécurité doit être vraiment pris à bras-le-corps et doit être une affaire de spécialistes. Est-ce que la voie n'est pas justement d'externaliser, d'aller confier en fait à des tiers, alors, des fournisseurs dans le cloud, des prestataires de services? Est-ce que des SOC, on parle de SOC, c'est des systèmes de supervision, d'aller vers l'externalisation, de confier justement ces missions à des experts? Alors, je ne sais pas, vous voulez répondre, Erwan? Oui, en fait, ce qui est important de connaître, c'est les modes opératoires des attaquants. Donc observer les attaquants, connaître la façon dont ils vont procéder pour venir attaquer votre système d'information, d'où ils vont venir, et de pouvoir en fait, d'un point de vue technique, technologique, alimenter nos outils pour pouvoir les arrêter en fait. Bon, c'est l'objet, c'est ce que fait un SOC finalement au quotidien. Donc on voit de plus en plus d'outils qui vont automatiser la réponse et les protections en intégrant en fait ces modes opératoires d'attaquants. D'accord. Ça c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'attaquants avec des systèmes de plus en plus complexes pour nous. Ah, vous avez perdu le micro. Non, c'est bon. Et de l'autre, des compétences, vous en parliez, un manque de ressources, je dirais, pour pouvoir faire face. Donc l'automatisation, l'intelligence artificielle, entre guillemets, autour de ça est quelque chose d'important comme réponse. Enfin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, effectivement, la détection est un élément important et le vrai problème qu'on a souvent, c'est les cas d'usage qui ne sont pas toujours bien définis entre le client et son prestataire. Et souvent, en fait, quand nous, on intervient après en cours de cyberattaque et ensuite après, quand on refait le match quelque part, on s'aperçoit que tous les éléments avant-coureurs d'une attaque étaient là. C'est-à-dire, on savait que ça allait venir, sauf qu'il n'y avait personne. Un terrain fertile. Voilà, mais il n'y avait personne pour le voir, en fait. Parce que justement, soit on avait mal qualifié le SOC, soit on n'en avait pas, soit on était, je dirais, un petit peu aveugle alors qu'on avait tous les éléments. Très bien. Alors juste un mot pour l'audience qui est en ligne, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Là j'ai une petite tablette, donc on répondra aux questions au fil de l'eau ou à la fin. Et à l'audience qui est dans la salle, on se réserve un petit temps à la fin pour les questions. Donc
vous pouvez les préparer. Voilà. Juste, Sadio, on parle beaucoup de technologie, de plans de reprise d'activité et de protection des systèmes numériques. C'est aussi toute une, on a dit, d'organisation à mettre en place. Et quels sont un peu les conseils de l'ANSSI sur le sujet? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre un peu en exergue? On parle beaucoup de silos dans les entreprises qu'il faut casser, de véritable gouvernance à mettre en place. Quels sont un peu les éléments que vous pouvez ressortir à l'audience? Alors, comme ça a été dit tout à l'heure, sur le site de l'ANSSI, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des missions importantes était d'informer, de sensibiliser. Vous disposez d'une pléthore de guides et de documents à différentes visées et pour vous accompagner dans la sécurisation de vos systèmes numériques. Donc ça va d'un guide très grand public avec les 12 règles de base, mais vraiment de base, très grand public, accessible à tout le monde, qui a été fait avec la CGPME, si ma mémoire est bonne, que vous pouvez télécharger ou récupérer à l'ANSSI. Vous avez le fameux guide d'hygiène qui recense, qui est un peu plus technique et qui recense 42 règles un peu techniques, plus à destination d'un DSI ou d'un RSSI. Et vous avez une pléthore de guides techniques de très haut niveau qui vous accompagnent pour sécuriser une niche technologique bien précise. Vous avez également des ressources documentaires sur des aspects analyse de risque. On a notre propre méthode, qui n'est pas la seule, une méthode que l'on propose, qu'on appelle EBIOS, Risk Manager, et qui vous permet d'effectuer, sous forme d'atelier, une analyse de risque. Donc vous avez vraiment des ressources documentaires qui sont mises à disposition au niveau de l'ANSSI. Vous parlez d'une gouvernance, vous pouvez trouver un modèle de PSSI, donc de politique de sécurité des systèmes d'information, qui est un très bon élément à mettre en place au niveau d'une organisation, c'est de réfléchir la sécurité des systèmes d'information dans sa dimension technologique, mais pas que, également sur la sensibilisation des personnels, encore une fois, sur la formation des équipes. Donc toutes ces ressources sont disponibles gratuitement et gracieusement sur le site de l'ANSSI. Laurent, vous vouliez réagir là? Au niveau de cybermalveillance GouverFR et de manière complètement complémentaire avec l'ANSSI, nous on propose vraiment deux choses qui nous semblent très importantes quand on est chef d'entreprise, notamment TPE, PME. La première, c'est la vigilance et le souci d'éduquer ses salariés et de s'éduquer soi-même par rapport aux cybermalveillances, par rapport à la menace, sans être technique, je le répète, parce que c'est pas le tout d'être technique, c'est surtout le coup de comprendre les principales méthodologies d'attaque et la notion de risque qui est derrière pour l'entreprise. Et la seconde, c'est l'accompagnement. Et c'est à cette fin qu'en 2020, on a créé un label, on a d'abord rédigé un référentiel technique, on a créé un label, le label Expert Cyber, qui a récemment été lancé, puisque c'est là du 18 février. C'est labellisé Expert Cyber, il y en a maintenant plus de 110 sur l'ensemble du territoire national, sont là pour accompagner les entreprises, alors plus seulement en matière de réponse à incidents, mais également pour tout ce qui concerne l'installation, la maintenance et bien entendu la réponse à incidents dans le domaine de la cybersécurité. Cet accompagnement et ce label de confiance, puisqu'en fait il est basé sur un audit de l'AFNOR, nous semble capital pour justement permettre aux chefs d'entreprise de ne pas rester seul et de s'approprier cette thématique pour en faire vraiment une thématique d'accompagnement et d'activité globale, de la lier à son activité globale en matière de cybersécurité. Est-ce que les budgets suivent? Est-ce que justement les investissements, c'est bien de sensibiliser, mais ça coûte aussi, ces bonnes pratiques, tout ce qu'il faut mettre en place, ça coûte de l'argent. Est-ce que les budgets sont suffisamment importants dans la cyber aujourd'hui, dans les entreprises? Oui, là-dessus, nous, chez PwC, là, pour le coup, le réseau fait une enquête mondiale sur les tendances en matière de cybersécurité. C'est vrai qu'on observe globalement depuis plusieurs années une augmentation des budgets cyber. C'est vrai. Néanmoins, la moyenne des budgets cyber reste encore très faible parce que les situations sont très contrastées. Vous avez des grands groupes qui effectivement mettent beaucoup d'argent, parfois même trop, et vous avez des petites entreprises qui n'en mettent pas du tout. Donc la moyenne est un petit peu faussée, mais globalement, c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'un budget cyber, c'est aller en fourchette basse autour de 3% du budget IT, entre 3 et 4% du budget IT. Faut-il, un peu lié, faut-il souscrire une cyberassurance? Alors est-ce que justement on se sent protégé quand on a pris une assurance?
Ouf. Alors, c'est une option, puisque effectivement, en gestion de risque, on a deux façons de voir les choses. Soit on accepte le risque tel qu'il est, soit on traite le risque, soit on le transfère. Et la cyberassurance, c'est un moyen. Alors maintenant, il faut faire attention, parce que la cyberassurance couvre une partie du risque, mais elle est conditionnée à la mise en place de dispositions de cybersécurité. Donc c'est pas parce qu'on est assuré qu'il ne faut pas faire le travail. Au contraire, si vous êtes assuré, ça veut dire que vous avez une stratégie cyber, que vous avez une organisation associée et que vous avez mis en place les dispositions pour éviter, je dirais, eh bien de faire jouer l'assurance systématiquement parce que vous êtes finalement attaqué au premier ransomware venu. Est-ce que, alors je sais pas, Erwan, c'est ce que vous voyez, est-ce que déjà les assurances sont pas un peu beaucoup plus renforcées leurs alinéas, leurs La petits première points? question que va vous poser une assurance quand vous allez vouloir souscrire, c'est si vous avez une politique de sécurité. La politique de sécurité, c'est un ensemble de règles issues d'une analyse de risque dans le contexte de l'entreprise. Donc, au moment de souscrire l'assurance, on va vous demander si vous l'avez. Vous allez répondre oui ou non. Il vaut mieux répondre oui si vous voulez être assuré. Et au moment de l'incident, on va vous la demander. Et on va vous demander de prouver qu'elle était bien en place et efficace au moment où vous avez subi l'incident. Donc, c'est évidemment extrêmement important quand on souscrit à ce type d'assurance, d'avoir un plan d'action sécurité qui permette de répondre à l'ensemble des mesures qu'on a déclarées comme étant effectives. Et on voit que les assurances, quand ils viennent sur un incident, sont les premières choses qu'ils vont regarder pour savoir s'ils payent ou pas, finalement. Très bien. Je ne sais pas, Laurent ou Sadio, si vous aviez des cas justement j'ai l'impression de changement un peu de position des assureurs. On a vécu une hausse des virus. La pandémie, en fait, était aussi bien physique que logique, mais on a l'impression que ça a un peu changé de paradigme. Moi, j'ai noté une évolution quand même dans l'état d'esprit des chefs d'entreprise depuis l'année dernière. Certains qui s'intéressaient peu ou pas du tout à la cybersécurité ou vraiment à la digitalisation de leur activité ont pris conscience du fait des confinements successifs, de l'amplification de leur activité sur le web en matière digitale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent encore qu'il faut aller plus loin, qu'il faut franchir le Rubicon en matière d'investissement, mais on sent quand même, et je m'en réjouis, qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'importance que recouvre aujourd'hui le domaine numérique par rapport à l'activité d'une entreprise. Et ça, c'est quand même globalement très positif. Les chefs d'entreprise sont aujourd'hui, je trouve, plus intéressés par le sujet. Il y a eu une prise de conscience, vraiment, un séisme qui s'est passé, parce qu'ils ont vu combien ils pouvaient dépendre, que ce soit au niveau de leur outil de production, au niveau de leur masse salariale, des collaborateurs en télétravail, comment ils pouvaient dépendre de leur réseau, de leurs connexions et de leurs actifs numériques. Et il n'y a pas que la presse, on voit aussi ses concurrents, les petites sociétés au niveau régional qui se font attaquer. Il y en a à peu près toutes les semaines, elles ne font pas l'objet d'articles de presse à chaque fois, mais en fait, on est sur des attaques régulières, un peu françaises, mondiales sur le sujet. C'est permanent en fait. Ouais, c'est permanent. Alors justement, des attaques permanentes, là on a parlé de la réaction, de la prévention. Est-ce qu'il y a des espoirs d'aller un peu tarir la source? C'est-à-dire Sadio, là on voit, alors il y a des attaques des cybercriminels, derrière ce sont parfois des États, des mafias. Ça s'est extrêmement professionnalisé. Est-ce qu'il y a moyen déjà de tracer, d'aller chercher à la source et d'un peu tarir un peu ce flux, là, parce que sinon c'est une lutte sans fin. Vous avez, au niveau des attaques informatiques, la notion d'imputation et d'attribution. Ce que va faire l'ANSSI, c'est imputer une attaque, c'est-à-dire identifier une attaque comme étant similaire à un mode opératoire déjà observé auparavant. Et vous avez après la notion d'attribution, c'est de dire, c'est telle puissance, c'est tel groupe mafieux, et ça c'est un acte politique. L'ANSSI ne va pas sur ce terrain-là. Est-ce qu'il est possible de tarir? Moi j'ai tendance à être un petit peu quand même pessimiste. Il y a des choses, notamment la chaîne judiciaire, qui est de plus en plus impliquée en France. Alors je ne sais pas, peut-être que Laurent aura des chiffres plus précis que moi au niveau du dépôt de plainte, mais j'ai le sentiment qu'on judiciarise un petit peu plus ces affaires-là en France.
Après, vous savez bien que la difficulté, c'est que vous pouvez être à l'autre bout du monde et provoquer des attaques. Il est parfois difficile d'identifier la personne qui commet ces attaques et donc de la poursuivre. Et mon pessimisme, si vous voulez, récemment, vous avez le président états-unien qui a demandé et fait un deal en disant « Vous ne m'attaquez pas sur les 16 secteurs importants de mon économie, l'énergie, la finance, le transport, je ne sais plus si c'était avec la Russie ou la Chine. Ça vous montre le niveau où on est. Donc, entre que c'est mafia étatique ou autre, hein, ou des groupes manipulés, on en est à ce niveau-là aujourd'hui. Le président des États-Unis d'Amérique qui dit on se met d'accord sur un mode opératoire où on ne s'attaque pas sur ces 16 secteurs d'activité. Je pense que ça va continuer. Voilà. Est-ce qu'il y a une coordination assez forte déjà au niveau local, français et européenne déjà sur ces sujets? Alors je pense que français, Laurent va pouvoir dire un mot, il connaît bien la chaîne judiciaire et je pense qu'il y a ça va mieux, enfin, il y a une amélioration, il y a une amélioration concrète. Au niveau européen, il y a pas mal de choses aussi qui se font. Il y a quand même eu un groupe mafieux qui a été démantelé, j'ai oublié le nom, il y a quelques mois, avec les Néerlandais et les Français. Mais il y avait eu le cas du ransomware Emotet, là aussi, qui avait été démantelé, enfin des ransomware de la place, c'était une place de marché, quoi, quasiment. Donc, au niveau européen, je pense aussi que ça va mieux. Et c'est l'objectif aussi de l'Agence européenne de cybersécurité, c'est l'objectif de la Commission. Vous savez que la France va prendre la présidence en janvier du Conseil de l'Union européenne. Et un des grands marqueurs de ces 6 mois de présidence française, c'est la cybersécurité. Il y a une volonté forte hein, au niveau de la France qui est un peu moteur sur ce terrain-là avec l'Allemagne, de porter haut et fort la cybersécurité. Donc on peut penser qu'au niveau français, au niveau européen, ça va mieux. Au niveau international, c'est plus compliqué. Et une dernière chose, c'est que dans le secteur des transports, il y a quand même eu une attaque, je repense à ça en discutant tout à l'heure. Alors je pense que c'était Petya Notpetya, c'était son petit nom, qui était l'armateur danois, Maersk, ouais. Qui a subi alors c'était il y a 4-5 ans, hein, 2017, et l'évaluation par Maersk, c'était 280 millions d'euros de pertes, parce que leur système d'information était par terre, et ils étaient incapables de localiser les conteneurs et d'aller faire le merchandising, enfin ce qu'ils font habituellement. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Là, on est vraiment sur le haut du spectre, et on a discuté beaucoup du bas. Et je passe peut-être la parole à Laurent sur la chaîne judiciaire. Ouais, très rapidement, parce que pour ne rien vous cacher, je suis officier de police, je suis commandant de police, et j'ai œuvré une quinzaine d'années dans le domaine de la cybercriminalité judiciaire, donc c'est un domaine que je connais assez bien. Oui, il y a de plus en plus de plaintes, et ça c'est bien, la chose avance. Le côté un peu pessimiste, c'est qu'effectivement ces affaires sont en général longues, complexes. Elles englobent des bandes de hackers ou des groupes criminels qui œuvrent à l'échelle internationale. Et dès qu'on parle d'international en justice, ça devient forcément compliqué. La chose positive, c'est qu'au niveau européen et au niveau d'Interpol également, il y a des choses qui se font. Il y a une meilleure coordination. Et effectivement, ça peut donner, notamment au niveau d'Europol et de son émanation cyber, le C3, ça peut tomber sur des opérations coordonnées entre les pays membres de l'Europe. Donc il y a quand même des choses qui avancent régulièrement. Au niveau de cybermalveillance.gouv.fr, on remonte assez régulièrement des modes opératoires émergents à la section spécialisée du parquet de Paris, la section J3 dans le domaine cybercriminalité que nous connaissons bien. On l'a fait pour tout ce qui était chantage à la webcam faussement piraté. On l'a fait récemment pour tout ce qui était arnaque au compte personnel de formation. Voilà, sur des modes opératoires massifs qui impliquent beaucoup de victimes et qui sont émergents, on remonte assez facilement ces éléments à la justice qui lancent derrière des enquêtes judiciaires. Oui, vous voulez, Fabrice ou Erwan, ouais, allez-y. Oui, une des explications sur l'augmentation des attaques, c'est aussi de regarder le ratio risque-gain. Et pour ces cybercriminels, ce ratio-là est clairement, la cybercriminalité est clairement avantageux. On parle de groupes qui sont habitués à aller dans les trafics de drogue, aller dans la traite des blanches, trafic d'armes ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que le ratio risque-gain en cybercriminalité est clairement avantageux. C'est très clair. Dans notre étude annuelle, on avait vu la tendance et on avait comparé
en fait, les attaques à main armée de banques, d'institutions et la cybercriminalité donc financière. Et on a carrément vu, mais il y a quelques années, je dirais, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'attaques à main armée d'institutions financières pour aller les braquer. Par contre, les arnaques financières, détournement de fonds, ça a complètement explosé. Et pourquoi ne pas le faire? Il n'y a aucun risque. Il y a des pays qui extractent pas. Les gens sont peinards. Donc, en fait, plus on protège, plus du coup, ce sont des attaques qui vont aller. En effet, le bénéfice-risque, c'est là où ça peut rapporter beaucoup et c'est plus simple. Et c'est pas parfois très compliqué comme type d'arnaque. Donc voilà. Est-ce que, alors juste un mot, Erwan, un peu pour cette vision. Tout à l'heure, vous avez parlé de plus en plus d'automatisation pour se défendre, d'IA même. Est-ce qu'on va vers, je dirais, de l'homme supporté, augmenté grâce à l'IA, avec derrière une protection de plus en plus efficace grâce à l'intelligence artificielle, et de dire on va avoir des systèmes d'information autopilotés et protégés, quoi. Alors c'est vrai que je n'aime pas trop ce terme intelligence artificielle parce que c'est un peu galvaudé. Je préfère le terme d'intelligence augmentée. Finalement, vous avez énormément d'informations à traiter. Donc, d'un côté, les modes opératoires des attaquants, leur positionnement, la manière, les systèmes qu'ils vont utiliser, leur localisation, leur nationalité aussi parfois. Et de l'autre côté, en fait, vous allez avoir un système d'information qui va générer de la data, des logs, tout ça. Il va falloir confronter en fait finalement les deux pour voir si une attaque est en préparation. Et autant les systèmes peuvent nous aider à identifier des sources, des probabilités de menaces, probabilités fortes, autant on aura besoin la plupart du temps d'un opérateur derrière pour la valider et la qualifier. Notamment dans les systèmes critiques. Enfin, je pense par exemple à des chaînes de production ou pourquoi pas même des centrales ou ce genre de système. Avant de l'arrêter, on aura besoin d'une validation manuelle. J'imagine pas qu'on laissera à une machine à un moment donné la capacité d'arrêter en tirant le trait une centrale nucléaire. Puis de toute façon, les hackers, enfin les pirates, là, se mettent aussi à l'intelligence augmentée. Et donc du coup, on va avoir une lutte IA contre IA dans peu de temps. Et on a des outils qui nous permettent en fait assez facilement, avec des systèmes de graphes, de déterminer en fait des grands ensembles et je dirais des comportements normaux versus des comportements anormaux et qui permettent aux analystes de prendre des décisions rapidement et finalement de manière un peu argumentée. Oui, ça vous voulez. Oui, alors je ne sais pas si vous vouliez passer aux questions, mais je voulais rajouter juste, on est dans un salon important du transport et de la logistique. Alors, il y a la notion de transport et je voudrais juste faire un petit focus sur ce terme de transport. Le transport est en train, alors ça va être galvaudé de le dire comme ça, mais de subir une révolution, enfin 3 révolutions massives autour de la motorisation. On est en train de passer à l'hybride, à l'hydrogène, à l'électrique. De plus en plus de fonctions de délégation de conduite qui vont être accordées aux camions, aux véhicules, voire dans votre secteur. Moi, ce que je commence à voir arriver, c'est ce qu'on appelle le platooning. Donc les convois de poids lourds qui se suivent, 10 poids lourds qui se suivent, qui sont reliés par ondes radio, et avec à terme, pas tout de suite, un seul conducteur, permettrait évidemment d'avoir des réductions de coûts massifs. Et la troisième révolution qui est sur la connexion. Vos véhicules sont connectés, de plus en plus connectés, vous savez où ils sont. Voilà. Donc ces 3 révolutions, évidemment, se basent sur le numérique. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'organique, des organisations, de vos entreprises, de vos entrepôts. Mais vous avez également, si je puis utiliser ce terme, des excroissances avec vos poids lourds, vos différents, comment dit-on, en logistique sur les bateaux, les conteneurs qui sont de plus en plus connectés, qui sont suivis, etc. Et ça multiplie d'autant vos sources d'attaque par rebond, éventuellement avec votre système d'information au sol. Donc, vous êtes engagé au niveau du transport
et je le vois vraiment alors, sur le véhicule particulier, mais également sur le véhicule professionnel, dans les années à venir, à une numérisation qui va être galopante, croissante, et qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter. Et du coup, une action de l'ANSSI aussi sur les industriels, c'est-à-dire de pouvoir prendre ces problématiques de sécurité by design dans la conception même des équipements. Et puis il faut une certaine coordination pour que les équipements connectés soient protégés by design, quoi. Alors, avec une difficulté majeure aujourd'hui, c'est qu'on ne dispose pas d'un outil abouti qui permet d'ABAC, de métrique abouti qui permettrait de pouvoir coter un système aussi complexe qu'un véhicule ou un système de système. On dispose d'outils qui permettent d'établir des métriques, ce qu'on appelle des certifications pour des produits avec une fonction de sécurité bien précise. Mais là, on est dans un champ nouveau du numérique avec une extension énorme et on n'a pas encore cet outillage. Il y a des travaux qui sont engagés au niveau européen. Voilà, qui sont engagés sur des schémas. Et on peut penser que dans quelques années, on disposera d'outils un peu plus aboutis qui permettra pour l'industriel de commercialiser des solutions. Voilà, cybersécurité, secure by design. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à poser vos questions et à réagir, interagir si vous voulez auprès de l'audience, si vous avez des questions même pratiques. Oui, allez-y. Alors normalement, il y a les hôtesses avec un micro. Mesdames les hôtesses, sinon je viens avec le micro. Je vais arriver. Hop. Bonjour, Olivier Dénin, IRSN. Justement, sur le sujet des véhicules, est-ce qu'il y a une réglementation qui est en préparation qui vise justement à imposer aux constructeurs des certaines règles d'hygiène, voire d'architecture informatique dans leurs produits? Alors, je suis ravi de pouvoir vous répondre. Oui. Pour la première fois, donc c'est en juin 2020, a été voté à Genève, parce que c'est à l'ONU, il y a un groupe qui s'appelle le Forum mondial d'harmonisation des règlements techniques des véhicules à moteur. Voilà, c'est une instance technique internationale qui se réunit et qui produit de la réglementation pour les véhicules. Après, ça passe par un vote, hein, c'est l'ONU, et c'est reversé dans le droit communautaire, dans le droit de l'Union européenne. Donc pour ce qu'on appelle la fameuse... Alors, je parle des véhicules particuliers pour l'instant. Les véhicules particuliers. Pour les véhicules particuliers, vous savez que l'homologation, la réception par type, c'est l'homologation du véhicule. Aujourd'hui, vous n'avez aucune exigence en termes de cybersécurité. Hein, au moment où je vous parle, là, les véhicules qui sont commercialisés sur le territoire de l'Union européenne ne sont soumis à aucune exigence en termes de cybersécurité. Je ne dis pas que les constructeurs et les équipementiers ne font rien. Je dis simplement qu'il n'y a pas un cadre réglementaire aujourd'hui opposable. À partir de juin 2022, donc ça a été voté en 2020, le temps que ça s'est versé dans le droit européen, et ça rentre en vigueur en juin 2022 pour les nouveaux types de véhicules. Il va y avoir un volet de cybersécurité dans l'homologation des véhicules, et en juin 2024 pour tous les nouveaux véhicules. Donc ça, c'est une avancée majeure, forte, pour un secteur séculaire qui, pendant 120 ans, a fait de la tôle. Juste culturellement, ce que ça veut dire pour eux. Voilà, la réponse est positive. Après, pour les véhicules professionnels, c'est pas encore dans le radar aujourd'hui. Et de plus en plus, ces véhicules, quand je parlais d'écosystème, c'est-à-dire que les données, en fait, sont un vrai enjeu. C'est pas que... Enfin, on va de plus en plus avoir autour des véhicules un écosystème de partenaires, d'applicatifs. Enfin, je dirais le spectre s'ouvre de plus en plus et la menace est de plus en plus présente, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une dame là. Vous avez une personne avec le micro. Merci, madame. J'ai bien compris votre point de vue par rapport au ransomware, de ne pas payer les ransomware. Quelle est votre préconisation par rapport aux white hat, ces hackers qui au lieu d'exploiter les failles de sécurité, les vendent aux entreprises contre rémunération? C'est en fait des hackers qui exploitent les failles, c'est ça, et qui les revendent. En fait, allez-y parce que du coup on vous entend c'est mal. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Merci. Alors c'est pas par rapport pas les hackers qui les vendent sur le black market, mais plutôt
directement qui les vendent à l'entreprise contre rémunération en disant voilà, vous avez une faille ici, Ah oui, si vous voulez, on vous aide à la réparer contre rémunération. d'accord. C'est de dire, voilà, on a identifié une faille et elle est exploitable, mais il ne l'exploite pas, en fait. Voilà. Alors Oui, c'est là, ça. on en a deux en fait. Enfin, on a deux types de hackers en fait dans ce cadre-là. On a l'ethical et qui va finalement avertir l'entreprise et de façon plutôt bienveillante. Il va jamais l'exploiter et la plupart du temps, il va même jamais demander de rémunération par rapport à ça. Pour s'organiser autour de ça, les entreprises ont lancé ce qu'on a appelé des bug bounty, où elles donnent des primes en fait finalement aux hackers qui vont trouver des vulnérabilités. Et on a l'autre type de hackers qui finalement vont trouver finalement ces failles de sécurité, vont menacer de rentrer, de voler de la donnée et de la divulguer. Et là, on est sur le même type de hacker, de crime organisé derrière en fait. Et juste si je peux rajouter et poursuivre, il faut savoir qu'il y a une disposition en France. Vous savez que normalement, quand on fait une intrusion sur ce qu'on appelle un système de traitement automatisé, la fameuse CNIL qui avait défini ça sur un ordinateur ou un système d'information, c'est du pénal en face. Si vous faites une intrusion sur un système d'information, vous êtes soumis à du pénal. Alors vous avez, c'est l'article 40 ou l'article 47 qui permet de faire une intrusion sur un système d'information, de faire la déclaration. Nous, on en reçoit chaque année plusieurs dizaines de citoyens qui constatent une faille et donc ils sont rentrés sur un système d'information. Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils constatent la faille et ils sont blanchis, enfin ils ont le droit de le faire, moyennant ces fameux articles qui nous permettent de déclarer et nous, après, on prend le sujet. Donc, à partir du moment où ils ne l'exploitent pas. Évidemment. Évidemment. Une toute petite remarque. J'ai bien compris votre question. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'au final, on se retrouve avec un chef d'entreprise qui est informé par un tiers que l'un de ces systèmes n'est pas à jour et comporte à ce titre une vulnérabilité. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça me semble être le monde à l'envers, à savoir qui est, théoriquement parlant, le premier intéressé par rapport à la propre sécurité de ces systèmes. C'est quand même le chef d'entreprise ou par délégation son responsable informatique. Donc vraiment, nous, ce qu'on recommande à Cybermalveillance Gouv.fr, c'est de privilégier tout ce qui est mise à jour de sécurité, d'être vigilant, parce que quelque part, c'est quand même une sécurité qui est garantie et offerte avec le produit par les éditeurs sur les magasins officiels. Et cette sécurité, on peut l'acquérir à peu de frais, puisqu'elle est normalement comprise dans le logiciel et dans sa maintenance qu'on a acquis. Donc, on arrivait à être informé d'une vulnérabilité et donc d'une absence de mise à jour par quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, ça prouve quand même qu'il y a un petit problème par rapport à la prise en compte globale de la sécurité de l'organisation. C'est vrai qu'on n'a pas assez insisté peut-être sur cette hygiène, parce que la politique de patching, bien souvent des attaques ont exploité des failles qui avaient été identifiées. Hein, donc, 100% des attaques, c'est ça en fait. Ouais. Donc, oui. Il ne faut pas oublier qu'on a un pourcentage non négligeable d'attaques qui sont liées à des vulnérabilités qui ne sont pas connues. Les 0D. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patch. L'éditeur n'a pas programmé de patch pour corriger cette vulnérabilité parce que lui-même ne la connaît pas. C'est ce qu'on appelle des 0D en fait, et qui sont exploités massivement par les groupes d'attaquants. Alors, oui, moi je regardais fin août les publications du CERT là, sur les menaces. En fait, il y en a partout. Il y en a même chez les équipementiers, il y en avait chez Cisco, les fournisseurs de cloud, chez Azure. En fait, il y en a régulièrement. La liste vit, je dirais, malheureusement. C'est un peu autant on ne peut rien contre les 0D, quoique le CERT-FR, qui est l'émanation opérationnelle de l'ANSSI, publie régulièrement des notes sur les 0D avec des mesures à mettre en œuvre qui peuvent temporairement rendre la tâche plus difficile à un attaquant. Mais pour toutes les vulnérabilités qui sont corrigées par les éditeurs, moi je vous encourage vraiment à les appliquer. Déjà, vous vous couvrez au niveau de cet aspect en bouchant un trou béant en termes de sécurité. Les systèmes à jour. Voilà, un peu... Exactement. En fait, moi, je rajouterais une chose. On fait à peu près 200 audits de cybersécurité par an. Systématiquement, en fait, dans 99% des cas, on arrive à identifier des systèmes non patchés sur des corrections qui sont en plus mises à disposition existantes simplement par un certain laisser-aller des entreprises à ne pas corriger, à ne pas mettre à jour leur système. C'est vraiment le b.a.-ba. En fait.
Oui, bien souvent la faille est identifiée et elle finit par être exploitée. Une dernière question, c'est juste avant qu'on fasse cette conclusion. Oui, madame. Si vous pouvez parler bien fort parce qu'on n'entend pas très bien sur la scène. Merci. Oui, bonjour. En fait, vous parliez tout à l'heure d'une mise en place de processus. Est-ce que du coup, vous recommanderiez les normes de certification de système de management comme l'ISO 27001 ou... Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous du coup? Ah oui, sans aucun doute. Il faut faire le distinguo entre appliquer les bonnes pratiques de ces normes et avoir l'objectif de se faire certifier. Maintenant, à minima, appliquer les bonnes pratiques, oui, on va être dans des normes qualité finalement d'amélioration continue où on va établir un état, des objectifs, un plan d'action et vérifier que ces plans d'action sont bien mis en place et suivis dans le temps. Et donc on est dans une vraie boucle d'amélioration continue. Oui, juste pour rajouter, en plus de toute la documentation d'ANSSI qui propose énormément de choses, l'ISO 27001 est un excellent socle pour sécuriser un système d'information, clairement. Oui, Laurent, vous voulez... Alors, bien entendu, à mon niveau, je ne pourrais qu'encourager une telle démarche. J'aimerais aussi qu'on n'oublie pas l'utilisateur. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est souvent lui qui est ciblé, au-delà des systèmes qui peuvent être plus ou moins robustes. Associer vos salariés, vos collaborateurs à la défense et à la sécurité globale de l'organisation. On l'a souvent vu, c'est souvent l'utilisateur qui est ciblé, mais à contrario, ça peut être l'utilisateur, le dernier rempart. Moi, dans un certain nombre d'affaires, j'ai vu des attaques révélées par l'intelligence humaine, la curiosité, la conscience professionnelle et le fait d'avoir rendu compte à sa chaîne hiérarchique ou au responsable informatique. Donc il ne faut pas hésiter à l'associer à la sécurité globale, à procéder à des sensibilisations régulières en entreprise, à une prise de conscience. Je parle de vigilance, je ne parle pas de paranoïa, mais que l'utilisateur se sente estimé et responsabilisé par rapport au rôle légitime qu'il a à tenir dans la chaîne globale de la sécurité. Et je vous encourage à aller télécharger et utiliser le kit de sensibilisation que met à votre disposition cybermalveillance.gouv.fr à cet effet. Je dirais que cette formation doit être, cette pédagogie doit être bien faite aussi, c'est-à-dire que ça doit être ludique, testé, parce que souvent c'est rébarbatif. Pour certaines populations, l'informatique... Sans l'accuser, sans le montrer du doigt non plus. Voilà, sans montrer du doigt, c'est que ça doit être... Vous avez un excellent MOOC que l'ANSSI a publié il y a 2 ans, qui est un gros succès. Je crois que c'est le premier MOOC de France en termes d'utilisateurs inscrits. Alors, il est un peu long, mais il est très couvrant, 4 modules. Et là, vous brossez toute et évidemment gratuit, hein, vous avez brossé toute la dimension de la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information. Et je sais qu'il y a des entreprises, on a été contacté par de nombreuses entreprises qui proposent le MOOC aux employés pour les sensibiliser sur ces questions-là. Alors, est-ce que le MOOC, vous pouvez nous rappeler parce que Alors, le MOOC, c'est un cours massif en ligne. Donc, vous vous inscrivez sur une plateforme de l'ANSSI, vous tapez MOOC ANSSI. Alors, MOOC, M-O-C-C. M-O-O-C, ANSSI, vous allez tomber dessus, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et vous avez un profil qui vous permet de suivre des petites vidéos qui vous expliquent, il y a des petits quiz, et à la fin, vous avez une attestation qui vous est délivrée, officielle, et qui prouve que vous avez suivi ces modules de sensibilisation, de formation. Donc moi, je trouve un peu long, mais c'est très bien fait. Très bien. Bon. Et c'est très accessible. C'est très accessible. Alors, merci messieurs. On pourrait parler des compétences, de la formation. C'est un sujet qui est tellement vaste. On a essayé on l'a juste effleuré pendant cette heure de débat. Donc, merci aussi à l'audience en ligne et sur place. N'hésitez pas à venir auprès des intervenants là, en fin de débat si vous avez des questions précises et d'échanger, ou de revenir vers les organisateurs si vous êtes en ligne et que vous voulez être mis en relation. Donc, en tout cas, merci messieurs, merci à vous. Merci. Et rendez-vous sur l'année prochaine pour une prochaine conférence cybersécurité au sein de la semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.